Bonsoir tout le monde. On va pouvoir commencer. Tout d'abord, je vais me présenter puisque tout au long de la semaine des webinaires, c'était Madame Mandala, effectivement, qui était animatrice. Mais aujourd'hui, elle a changé de place. Elle sera intervenante et donc c'est moi qui prendrai le relais pour l'animation de cet atelier cet après-midi. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. De toute façon, s'il y a un problème technique ou autre, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir dans le chat. Donc, je suis Kyliane Templet, agente de prévention à Action Sida Martinique. Et donc voilà, comme je disais, cet après-midi, je vais animer cet atelier où on va parler des relations affectives et sexuelles en temps d'épidémie, donc de couple, de relations amoureuses et tout ça. Donc, avant, je vais faire un petit point quand même sur ce qui s'est passé durant cette semaine de rendez-vous virtuel de la prévention, ces virus et épidémies qui nous entourent. C'était notre première édition. La première fois qu'on tentait un événement comme celui-là, Action Sida Martinique, en ligne donc. Alors, on a eu plusieurs intervenants, plusieurs sujets, beaucoup de thématiques qui ont été traitées. On a commencé la semaine lundi. Donc, on a eu la présence de Monsieur Alain Appin, qui est psychothérapeute, psychologue, et Monsieur aussi Roger Cantacuzen, qui est lui sociologue. On a parlé pas mal du coronavirus, parce que ça fait partie de l'actualité. Donc, on a discuté sur notamment quelles étaient les particularités de ce virus qu'on apprend à connaître, qui est apparu de façon assez soudaine ici en Martinique et dans le monde. Donc, on a beaucoup discuté, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a pris autant d'ampleur ici. Donc, le lendemain, on a eu sur le thème des virus expliqués aux enfants, on a eu Madame Cédrine Ouka, qui est psychologue, et aussi Madame Fabienne Christine, qui est les parents d'une adolescente. Donc, on a abordé comment on peut expliquer les virus aux enfants, par quels moyens, quel langage on peut utiliser, quels mots, à quel moment on peut en parler aux enfants. Parce que c'est vrai qu'on est touché par les épidémies, par les virus, mais eux aussi, ils le vivent tout comme nous, bon, de façon différente, mais en tout cas, ils sont aussi touchés. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment ne pas les mettre à l'écart, en fait, les tenir informés, mais effectivement en utilisant des mots qui soient appropriés à leur niveau de langage, à leur âge et tout ça. Et donc, mercredi, on a eu l'intervention à propos de l'accompagnement des publics en difficulté, et notamment en situation de handicap. On avait Monsieur François Crochon et puis aussi Françoise Mulatieri qui étaient présents. Donc là, on a discuté déjà, on avait commencé par définir ce que c'était que le handicap. Donc, pourquoi on dit personne en situation de handicap et non plus personne handicapée, par exemple. Donc, on a vu qu'il fallait adapter l'environnement à la personne. On a vu pourquoi. On a vu aussi, un peu comme la veille, mais adapté au public par quels moyens on pouvait communiquer avec les personnes en situation de handicap en sachant qu'elles rencontrent des difficultés de compréhension, par exemple, selon leur type de handicap, qu'il soit mental, moteur, etc. Et toujours en lien avec les virus et les épidémies qui nous entourent. Donc là aussi, c'était assez riche en informations. Et donc, les intervenants ont pu nous expliquer un peu leur vision à ce niveau-là de quelle approche on peut avoir pour pouvoir informer ce type de public-là sur les virus et les épidémies. Et puis hier, on a effectivement discuté de notre quotidien avec les virus et les épidémies, avec Madame Marlène Ouka, qui est la présidente d'Action Sida Martinique, et puis le docteur Karima Djeblaoui. Là, on est revenu un peu sur, si on peut dire, les bases aussi
de qu'est-ce qu'il faut savoir des virus et des épidémies, les règles d'hygiène, de sécurité. On a parlé de dépistage, notamment au niveau des IST, des infections sexuellement transmissibles, mais aussi du coronavirus, des infections respiratoires. Voilà, donc c'était assez large aussi sur cette thématique-là. C'est vrai que tout au long de la semaine, on a eu pas mal d'échanges, pas mal de remarques et de questions, mais hier, on a pu voir qu'on avait tous des questions finalement, même si on a, depuis le confinement et même avant, beaucoup d'informations sur ces thématiques-là, mais il y a encore des doutes, il y a encore des questions qui restent en suspens, et donc on a pu profiter pour les poser hier aux intervenantes. Alors aujourd'hui, cet après-midi, on est en présence de Madame Ida-Marie Mandala. Donc, je vais la laisser se présenter, effectivement. Elle prendra la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ida-Marie Mandala. Je suis coordinatrice de formation à Action SIDA Martinique. Donc, vous m'avez eu toute la semaine en tant qu'animatrice, et aujourd'hui, je me retrouve à la position d'intervenante sur la thématique du jour, les relations amoureuses, affectives et sexuelles en temps d'épidémie. Et voilà, et je suis sexologue aussi. Voilà. C'est bizarre de ne pas animer. Alors, merci Ida, merci pour ta présentation. Mais Ida n'est pas seule cet après-midi. On a aussi Monsieur Alain Honoré qui va se présenter tout de suite, toujours sur la thématique des relations affectives et sexuelles dont on va traiter cet après-midi. Oui, bonjour. Alain Honoré, donc maïeuticien sage-femme. Je ne sais pas si on entend bien. Non, plus fort. Oui, maïeuticien sage-femme, je disais donc, voilà, depuis installé en libéral depuis 1988 et effectivement invité par Action SIDA pour partager un petit peu aussi quelques ressentis ou vécus ou expériences, je dirais, depuis toutes ces années, et puis là récemment avec cette crise que nous traversons. Donc merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Alors, merci Alain d'être là cet après-midi avec nous. Donc, peut-être qu'il y a un petit problème de son, mais en tout cas, comme je vous ai dit, si jamais il y a un quelconque problème, vous pouvez nous tenir informés. Et effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais on va vous demander de couper tous et toutes vos micros pour la qualité du son et donc de l'atelier cet après-midi. Merci de couper vos micros. Voilà, donc on pourra démarrer. C'est vrai que le temps passe très vite, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc je laisse la parole à qui d'abord? À Madame Mandala, à Monsieur Honoré. Je vais commencer. Donc, encore, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir mettre le diaporama. Voilà. Voilà. Donc, les rendez-vous virtuels de la prévention, les relations affectives et sexuelles. Voilà. Objectif, c'est en fait, l'objectif de ce jour, c'est approfondir la prise de conscience des changements occasionnés par les épidémies au niveau affectif et sexuel, puis de connaître notamment les impacts des épidémies sur les relations amoureuses et sexuelles, et notamment de connaître les protections ou solutions. Alors, pour commencer, c'est vrai que quand on parle de relations affectives et sexuelles, c'est bien de repartir un peu sur les représentations de la sexualité.
Donc, justement, on a tous nos représentations. Et je voulais savoir déjà, on va essayer que ce soit assez dynamique, que ce ne soit pas trop... Alors, je pose la question à Alain. Alain, dis-moi, quelles sont en général les représentations que les gens se font de la sexualité, en général, ou si on sait quelques-uns, en général. Quand on pense sexualité, à quoi pense-t-on? Alors, c'est vrai que... C'est bon, on m'entend? Oui, c'est vrai que quand on pense sexualité, il y a toute une dynamique de connotation où on n'est pas toujours très à l'aise. Moi, je pense qu'il y a un petit peu cette dynamique-là, cette notion-là, où chacun va avoir ses craintes, ses peurs, l'imaginaire autour de la sexualité. Puis après, ça va dépendre aussi de l'âge que l'on a en termes d'organisation. Après, effectivement, si on part sur des choses un petit peu plus sur le mot sexe qui arrive, donc on va pouvoir parler de soi, et c'est pas toujours évident. Voilà, effectivement, c'est vrai que bon, la sexualité, ça nous évoque beaucoup de choses. Et pour la majorité des gens, la sexualité, le sexe et la sexualité, c'est la même chose. Et aussi, les représentations qu'on se fait de la sexualité, c'est que la sexualité, c'est pour le couple, ou que c'est seulement pour avoir des enfants, ou que les enfants n'ont pas de sexualité. Désolée, il y a une petite erreur. Que les seniors n'ont plus de sexualité. Et ou que ce n'est plus de leur âge. Ou que être homosexuel, c'est avoir une sexualité qui n'est pas normale. Donc, par rapport à ça, on va revenir justement sur la définition de la sexualité. On va se rendre compte que le sexe et la sexualité, au final, c'est pas la même chose et que la sexualité, c'est pas que pour le couple. Alors, effectivement, on a un petit problème de son. Donc, on essaie de régler ça au plus vite. On va changer de micro et on espère que ça ira mieux puisque visiblement, il y a des échos et on n'entend pas forcément bien les réponses de Monsieur Honoré. Donc, on essaie de régler le problème. Voilà. Je ne sais pas si Ida va poursuivre en attendant. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, merci de couper vos micros. Il me semble qu'il y a encore 2 personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Voilà, merci. Donc, je continue par rapport aux représentations de la sexualité. Le plus souvent, ce que les gens pensent, comme je vous ai dit, c'est que, que le sexe et la sexualité, c'est la même chose ou que ça revient au niveau génital ou que les enfants n'ont pas de sexualité ou que les seniors, les aînés, ils n'en ont pas. Or, mais c'est tout à fait différent. La définition justement de la sexualité, selon l'OMS, alors peut-être que vous serez d'accord ou pas, mais moi, je vous donne la définition selon l'Organisation mondiale de la santé, qui mentionne que la sexualité, c'est la dimension centrale de l'être humain qui inclut le sexe, le genre sexuel identitaire, l'orientation sexuelle, l'érotisme, l'attachement émotionnel, l'amour et la reproduction. Elle s'exprime dans les pensées, les fantasmes, les désirs, les valeurs, les croyances, les attitudes, les activités, les pratiques, les rôles et les relations. En fait, la sexualité, c'est le résultat de plusieurs facteurs, d'une interaction de différents facteurs biologiques, psychologiques, socio-économiques, culturels, éthiques et religieux, spirituels. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alain? Oui, je trouve avec cette définition. Je trouve qu'elle est bien parce qu'effectivement, elle garde cette largeur d'expression possible, puisqu'il y a beaucoup de choses qui définissent du coup la sexualité. Moi, j'aime bien, oui. Je trouve que c'est une bonne définition.
Alors, par rapport à la sexualité, c'est intéressant aussi de la voir à travers 3 différents champs. Souvent, on la voit du champ biologique. Hein. Le champ biologique, c'est le champ où on est plus à l'aise, hein, j'imagine, en tant que soit sage-femme ou justement je veux dire, agente de prévention, hein, parce que la biologie fait appel notamment à la génétique, à l'anatomie, la physiologie, la reproduction, contraception, maladie, IST. Donc, c'est vrai que la sexualité, elle est ancrée dans une réalité corporelle, charnelle, biologique. Il ne faut pas oublier l'aspect social. Hein? Donc, tout ce qui est au niveau des lois, les normes, les valeurs, religion, morale, éthique, les représentations. Donc, je fais ce rappel-là parce que justement, les représentations, ça joue pour beaucoup, notamment sur les épidémies. Et aussi, elle est au niveau psycho-émotionnel. Donc, au niveau psycho-émotionnel, on va voir par rapport à l'image et l'estime de soi, les émotions, les sentiments, le plaisir et la relation à l'autre. Donc, elle est aussi vécue à travers une expérience du monde, de soi et des autres particulières et contextualisée. Donc, en général, la sexualité, bon, ben, lorsqu'on intervient, il faut prendre en compte les 3 différents champs. Absolument, oui. J'espère que tout le monde m'entend, parce que moi, je ne m'entends pas très bien. Alors, la sexualité humaine, comme on l'a dit, c'est une dimension biologique, mais ce n'est pas la seule. Et notamment, elle intervient au développement psychologique de chacun à tous les niveaux dans les relations des individus, d'où la dimension psycho-affective. Et d'autre part, la vie sexuelle est étroitement liée à la société, la culture dans laquelle elle est vécue, d'où une dimension sociale. On n'a pas la même sexualité lorsqu'on est en Martinique, à Tombouctou ou en Chine. Hein. Alors voilà, ça c'est juste une photo-expression. C'est un outil que j'utilise notamment dans les interventions d'éducation à la sexualité où je demande notamment, j'utilise plutôt avec les jeunes et d'encercler pour eux qu'est-ce qui représente la sexualité. Et on voit justement les différentes dimensions, que ce soit avoir un enfant, que ce soit la séduction, que ce soit les relations de couple, que ce soit la puberté ou même justement, on voit aussi, il y a une petite image là, le père avec son bébé, donc l'attachement, le lien avec son enfant. Là, c'est juste une petite diapo pour vous dire que les enfants aussi, de toute manière, la sexualité, ça commence de la naissance jusqu'à la mort. Tu es d'accord avec moi, Alain? Oui, 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 oui. Et est-ce que tu connais justement les particularités de la sexualité infantile des enfants? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, au niveau des enfants, c'est vrai que les enfants ont eux aussi une sexualité qui est davantage autocentrée. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas extériorisée. Elle n'est pas vers autrui. Et elle n'est pas au service justement de la jouissance comme la sexualité adulte. Et elle est au service de la découverte du corps. Mm-hmm. Donc là-dessus, pourquoi j'ai mis cette diapo, c'était aussi pour vous dire que l'enfant, il se construit. Il y a un apprentissage qui se fait, et notamment aussi par rapport au lien avec la maman, l'attachement, le toucher. Oui, tout à fait. Oui. qui est très important, notamment dans le développement de cet enfant. Alors, après avoir recadré la définition de la sexualité, on va voir justement l'effet de différentes épidémies sur les relations affectives et sexuelles. Bon, j'ai réduit à
trois épidémies. Nous avons réduit à 3 épidémies, notamment la syphilis. La syphilis, c'est pas un virus, hein, c'est une bactérie, mais c'est quand même l'une des premières épidémies sexuellement transmissibles. Le sida et, pour terminer, la COVID. Alors, syphilis, je vais voir, juste mettre une petite vidéo pour qu'on puisse voir la syphilis. J'espère que ça va bien jouer. Il y a du son. C'est bizarre parce qu'on me dit qu'on n'entend pas, mais moi je l'entends, j'ai la vidéo dans mes oreilles, je ne sais pas si... Attendez. Ah, aujourd'hui, franchement, pour une dernière journée, il y a des, il y a des petits quaquins, excusez-nous. On va voir. Microphone, hein. Vous n'entendez pas. C'est bizarre, tout est connecté. Le dossier directement? Alors, ce sont les aléas, hein, du direct, franchement, aujourd'hui. Alors, justement, Alain, quelles étaient les représentations de la syphilis? Est-ce que tu t'en rappelles par rapport à ça? Tu as étudié ça lorsque tu... Oui, heureusement que déjà à l'époque, c'est quand même une maladie qui était en très 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 forte diminution dans les années 80-90. On a quand même fait un gros travail de prévention qui a permis de ralentir et voire, je ne vais pas dire d'éradiquer, puisqu'elle n'est pas éradiquée cette maladie, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qu'on rencontre quasiment aujourd'hui très très exceptionnellement, et tant mieux, hein, puisque c'est quand même une maladie qui avait une transmission quand même importante, et en plus de ça, qui donnait un certain nombre de symptômes et d'effets maladisants assez importants. Tout à fait. Alors, aussi par rapport à la syphilis, on ne m'entend pas. Alors, par rapport à la syphilis, je ne sais pas si vous entendez. Oui, on t'entend. Là, vous entendez. Là, on t'entend. Là, on m'entend. Oui. Mais est-ce qu'on entend la vidéo? Ah, d'accord. Mais elle n'est pas partagée. Elle n'est plus en partage. Alors, un moment. Oui, mais avec écho. Alors, je vais partager. Voilà. Et là, non plus? Ah ben c'est dommage, je voulais mettre une petite animation, mais le son, le son ne fonctionne pas. Ça ne veut pas partager. Donc, mais justement, comme disait Alain, c'est vrai que c'était une épidémie auparavant. Hein, c'était l'épidémie avant, en fait, avant celle du sida. Si on va faire un petit rappel par rapport à l'historique de la syphilis. Je vais juste remettre mon diapo là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, les origines de la syphilis, justement, on pense, il y a plusieurs théories, mais il y a une des théories qui est retenue, c'est que lorsque Christophe Colomb est venu dans les Amériques,
Et par la suite, lorsque ces marins sont retournés en Europe, ils auraient amené justement une bactérie de la syphilis. Et par la suite, ça serait diffusé. Donc, c'est vrai que la syphilis, comme je disais, c'était une épidémie, hein, une des premières, justement, première maladie a été identifiée, comme une maladie sexuellement transmissible. Et il y avait aussi, ça nous rappelle aussi l'époque du sida, hein, donc les stigmas, les symptômes et aussi les précautions à prendre pour pouvoir combattre justement cette maladie. C'est à beaucoup été aussi considéré comme une maladie sociale, donc justement, où c'était une maladie sociale, c'était une maladie honteuse, stigmatisante aussi, handicapante. Donc, on retrouve les mêmes, je veux dire, les mêmes connotations qu'avec le sida. Aussi, une autre connotation, c'était que c'était la maladie de l'autre. On a accusé les autres, on a accusé les Français, c'était le mal français, le mal espagnol, le mal de Naples, le mal polonais, le mal portugais. Donc, on accusait les autres d'avoir diffusé la syphilis. Tout ça, par la suite, ça a diminué. Il y a eu des recherches qui ont été réalisées au niveau des traitements. Et finalement, ils ont trouvé un traitement, la pénicilline, pour pouvoir guérir de la syphilis. Et puis, comme disait Alain, ça avait presque disparu. Hein. Ça avait presque disparu. Oui. Oui, c'est très, très exceptionnel hein, qu'on retrouve. Alors, c'est toujours, par exemple, un examen qui est demandé dans le bilan de grossesse. Hein, aujourd'hui, on demande toujours la sérologie de la syphilis, mais c'est très rare. Moi, personnellement, j'en ai rencontré. Donc voilà, tant mieux, tant mieux. Tout à fait, c'est vrai que c'est une maladie qui avait disparu et qu'aujourd'hui qu'on revoit, mais que je pense que ça dépend des publics. C'est vrai qu'en centre de dépistage, en Cégide, il y a eu quand même une augmentation des cas de contamination de syphilis. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais que ce ne serait pas seulement cantonné à un type de public, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais que ça toucherait notamment d'autres types de publics, notamment les femmes, les jeunes femmes aussi. Alors, Ida, oui, c'est vrai que tu as rebondi dessus. On a Laurence qui pose la question de exceptionnel. Donc, je suppose que c'est par rapport à ce que Monsieur Honoré disait sur le fait de ne pas avoir tant de cas que ça. Alors, peut-être qu'il voudrait préciser dans quel contexte il a dit que ce n'était pas trop fréquent de rencontrer des cas de syphilis, peut-être par rapport au public, aux personnes infectées, mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cas de syphilis ici en Martinique. Bon, ce serait même peut-être le contraire, dans le sens où ça revient, c'est une infection qui est présente chez nous, mais je vais laisser quand même Monsieur Honoré et peut-être Ida réagir sur cette question-là. Et puis, juste Ida, par rapport à la vidéo qui n'a pas pu malheureusement bien passer, peut-être que certains voudraient la voir ou savoir si elle est disponible en quelque part. Donc, quand tu auras un moment, si tu peux donner des indications là-dessus. Moi, ce que je voudrais dire, en fait, effectivement, j'ai répondu sur la syphilis par rapport à mon expérience et la population qui vient vers moi. C'est vrai que peut-être que j'ai une chance d'avoir une population peut-être qui est moins sujette ou moins atteinte.
Donc, j'ai répondu par rapport à mon expérience. Après, je ne suis pas en train de dire que la syphilis a disparu. Mais en tout cas, si elle est réapparue au niveau, ne serait-ce que des examens sanguins, des examens que l'on demande à une femme enceinte, c'est bien qu'effectivement, il y a quand même un doute et une crainte de sa réapparition, effectivement. Par rapport à la vidéo que je voulais qu'on puisse écouter, vous pouvez la retrouver, je pense, sur Santé publique France, parce que c'était une vidéo réalisée par l'INPES, l'INPES qui est devenu Santé publique France. Donc, l'INPES, c'était l'Institut national de prévention à la santé et donc d'éducation à la santé. Et donc, il y a plusieurs petites vidéos comme ça qu'on utilise en intervention, en formation ou en prévention. Il y a chlamydia, syphilis, gono. Donc, ça nous permet justement d'aborder ces différentes IST. Alors, pour continuer, il y a aussi, j'entends parler du sida. J'ose même pas. Oh, essaye. Je voulais mettre la musique juste pour faire un petit. Une ambiance. Mais je ne sais pas si vous allez entendre. Est-ce que ça va fonctionner ou mon ordinateur va bugger parce qu'on n'est pas à la fin des problèmes techniques. Bon, ben voilà. Vous entendez? Rien. Donc, on n'entend rien. Donc, j'entends parler du sida, de Ragasonic. Ragasonic, oui. Mais justement, Alain, j'entends parler du sida. C'était quoi les représentations du sida dans les années 80? Est-ce que toi... C'est plus 80, c'est plus fin 90. des années 80, début des années 90. Ah, c'était une période un petit peu particulière parce que on connaissait très très mal cette maladie, on la découvrait, on ne la comprenait pas, on l'avait attribuée beaucoup aux homosexuels. Enfin, c'était une maladie un petit peu de la honte. Et puis il s'est avéré qu'effectivement, elle a essaimé un petit peu dans toutes les couches de la population. Et dans tout, voilà, c'était plus que la stigmatisation qui avait eu lieu longtemps avec les homosexuels. Moi, j'en retiendrai quelque chose d'assez particulier, c'est que, notamment pour la jeunesse de l'époque, c'était pour ceux qui avaient 16, 17, 18 ans, c'était on peut comment démarrer une sexualité en sachant que la sexualité pouvait aussi nous diriger vers la mort. Et je me souviens de débats pas évidents entre par rapport à comment pouvoir parler d'une maladie qui existe et en même temps pouvoir parler d'amour. C'était un des grands thèmes, je me souviens de l'époque. D'ailleurs, je pense que quand l'association Sida Martinique a commencé, je ne sais plus c'est quelle année, mais ça faisait partie des grands thèmes. 87. Oui, donc c'est un peu plus tard. Alors, je me souviens de ce beau débat qui était comment pouvoir parler d'amour et parler de la protection et la dangerosité. Oui. C'est ce que ça m'évoque, en tout cas, malheureusement, ce vidéo qu'on n'a pas entendu, mais j'entends parler du sida. Oui, mais effectivement, c'est... Alors, effectivement, les représentations du VIH-Sida, comme il a dit Alain, lui, il parle avec son vécu. Moi, je l'ai vécu, j'étais tout petite, hein. Mais c'est vrai que c'était considéré aussi la maladie de l'autre, des homosexuels, des prostituées, avec du sexe, des drogués ou des jeunes. Donc, c'était aussi, notamment ceux qui avaient une sexualité en dehors des normes. Donc, on se situait en dehors. Si on avait, entre guillemets, fauté,
eh ben, c'était normal d'avoir eu le sida. Donc, aussi, il y a le spectre aussi du magico-religieux, dans le sens où certaines personnes pensaient que c'était une punition de Dieu. Encore une fois, si tu es, si tu as une sexualité en dehors du mariage, par exemple, eh ben, il y a une punition divine qui interfère. Donc, le sida. Et où, sur le sigle magico, notamment, comme si on m'a jeté un sortilège, comme si on ne prenait pas responsabilité par rapport à nos actes. Et notamment, c'était considéré, je ne sais pas si tu te rappelles de cet acronyme, de la maladie des 4H. Je ne sais pas si tu te rappelles ce que ça voulait dire, les 4H. Alors, le premier H pour homosexuel, le deuxième, le premier H, c'est dans le désordre là. Homosexuel, on disait que c'était la maladie des Haïtiens et aussi des héroïnomanes et des hémophiles. Donc, c'était très stigmatisant. Donc, ça pose des cas d'une maladie qui est, comme la syphilis, ça veut dire une maladie sociale, ou c'est la maladie de l'autre, ou c'est la maladie, comme je le disais, lorsque au niveau de qui touche notre sexualité, et que si cette sexualité est en dehors du cadre, entre guillemets, normal, hétérosexuel et monogame, c'est comme si on avait fauté. Donc, ça pose des décors, justement, sur pourquoi, aujourd'hui, le sida, elle reste encore aussi une maladie très stigmatisante. Donc, en fait, Ida, si je comprends bien ce que tu dis, c'est comme si les personnes n'étaient plus, on va dire, victimes de ce qui leur arrivait, de leur maladie, de leur pathologie, mais c'est comme si, en fait, elles étaient responsables et qu'elles avaient cherché, en fait, finalement, ce qui s'était passé, quoi. Donc, elles ont eu le VIH-Sida, c'est parce que, justement, elles sont allées à un endroit où il ne fallait pas aller, si on peut dire ça comme ça. Et par rapport à ce qu'on avait commencé à voir juste avant sur la syphilis notamment, qui fait partie des infections sexuellement transmissibles. Il y avait Marlène qui a réagi et qui disait que bon, la syphilis réapparaît notamment chez les jeunes, chez les jeunes femmes. Donc, que ça pose un problème pour les femmes en âge de procréer et qui avait même eu une alerte qui a été faite par l'ARS. Donc, ça rejoigne un peu la discussion qu'on avait débutée tout à l'heure. Tout à fait. Mais merci Marlène aussi d'avoir mis le commentaire par rapport à l'alerte de l'ARS sur la syphilis. Donc, par rapport au sida, ça fait que les personnes ne se sentent pas concernées de l'avoir. De l'avoir. Ça veut dire que aujourd'hui, nous, on se bat pour que tout le monde qui ait une vie sexuelle active est à risque, en fait, d'attraper le VIH-Sida et les autres IST. Il n'y a pas de... ça ne se transmet pas seulement chez des groupes cibles. La transmission peut arriver à n'importe qui. Donc, l'impact du sida et des autres IST. Alors, moi, ce que j'ai pensé, c'était par rapport, notamment, ça revient avec ce que Alain disait. Le sida a amené justement le fait il a amené l'éducation à la sexualité. Comment parler d'amour et de sexualité. Et notamment, j'ai marqué obligation dans les établissements d'éducation à la sexualité dans la vie affective, dans les établissements scolaires, parce que depuis, je me trompe toujours de date, depuis 2001, ça fait partie justement des obligations. Hein. Bon, ça en fait partie au niveau de l'académie.
au niveau des établissements scolaires, mais bon, c'est toujours appliqué de façon inégale, mais quand même, on est censé aborder l'éducation à la sexualité et à la vie affective de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, et on ne voit pas, et là c'est pour ça aussi que j'ai remis un peu en contexte par rapport à la sexualité, c'est pas seulement question d'une maladie. Hein, il faut voir ça dans un ensemble, dans une continuité, par rapport au relationnel, par rapport à son estime de soi, par rapport à la société dans laquelle on vit. Donc, c'est pour ça que c'est important, justement, de faire de l'éducation à la sexualité. Et je pense que le sida a amené, a ouvert ces portes-là. Ensuite, au niveau de la protection, des protections, donc c'est au niveau des préservatifs, donc c'est vrai que c'est en tout cas en France, c'est en 87 qu'on autorise notamment les pubs sur les préservatifs. Et notamment, on commence aussi les campagnes, dont celle que la chanson dont je voulais vous faire écouter, là, le sida ne passera pas par moi. Donc, c'est là qu'ils commencent justement les campagnes de prévention pour justement responsabiliser les gens et amener les gens à se protéger. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué une différence par rapport au port du préservatif avant et après. C'est vrai que les jeunes, on a l'impression que les jeunes sont nés avec ça. On a l'impression que les jeunes sont nés avec le, entre guillemets, sont nés avec le préservatif. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, de nouvelles habitudes qui se sont mises en place. Mais il me semble aussi qu'avec le temps, ça a aussi reculé l'utilisation du préservatif. Hein, donc, c'est pas simple. Mais oui, mais c'est pour ça que non, mais il faut le dire, et peut-être oui de remettre à l'ordre du jour le fait que, par exemple, on parlait de la syphilis tout à l'heure, et comme disait Marlène, oui, il y a une recrudescence. Donc, effectivement, le préservatif reste l'unique, enfin pas l'unique, oui, l'unique système de protection, finalement, quand on a des relations sexuelles. Donc, voilà, donc oui, on doit continuer à parler du préservatif. Tout à fait. On doit continuer à parler du préservatif. Et pour faire la différence, c'est vrai que je pense que peut-être le préservatif, il était seulement réservé peut-être à des publics spécifiques, notamment peut-être les travailleuses du sexe, avant l'épidémie du sida. Et maintenant, ça s'est assez démocratisé. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un certain recul. Donc, comme tu le dis, il faut continuer à informer, notamment sur la diapo, vous voyez, préservatif externe, préservatif masculin, et préservatif interne pour le préservatif féminin. Donc, on voit apparaître notamment dans les années 90, plutôt 2000, l'arrivée du préservatif féminin et de d'autres modes de protection, notamment le carré de latex, pour notamment les rapports bucco-génitaux et d'autres méthodes, notamment, là, vous voyez, le gant de latex ou pour la protection, pour de certaines pratiques. Effectivement, Ida, excuse-moi, on a une réaction d'une personne qui demande le gant, donc je pense que ça interpelle de voir un gant, effectivement, sur une diapo qui parle de sida et d'IST. Donc, voilà, tu viens d'apporter un peu la précision. Non, ce n'est pas un gant pour faire la vaisselle. C'est lors de certaines pratiques, notamment de pénétration digitale. Si on a des lésions au niveau des doigts, donc c'est préférable. Il y a des gants spécifiques en latex. Ça se vend plutôt, on peut le commander, je pense, en sex shop ou c'est dans les sex shops ou en ligne pour pouvoir avoir accès à d'autres modes de protection. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, notamment en intervention. On reste centré sur le préservatif masculin pour la pénétration, alors qu'il y a d'autres manières de se protéger, notamment pour les rapports bucco-génitaux.
la fellation. Donc, moi, j'ai toujours des jeunes qui me disent, mais madame, mettre un préservatif? Oui, un préservatif avec arôme, bon, on peut le mettre, mais parce qu'il y a quand même des risques. Donc, il y a quand même des risques. On a un peu sous-estimé, je pense, le risque aux rapports bucco-génitaux. Quand je parle de rapports bucco-génitaux, je parle par exemple de fellation ou de cunnilingus. Donc, on a un peu sous-estimé le risque, alors qu'on peut attraper la chlamydia, on peut avoir le papillomavirus, on peut avoir la syphilis aussi avec l'herpès, avec les rapports bucco-génitaux. Notamment, notre impact sur le dépistage régulier. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a une vie sexuelle active, il est conseillé au moins d'aller, selon nos pratiques, d'aller se faire dépister parce que le sida, le VIH, comme pour la majorité des infections sexuellement transmissibles, si on est infecté, il n'y a pas forcément de signes ou de symptômes. Si on ne s'est pas protégé, on ne sait pas qu'on a attrapé. Donc, c'est essentiel de pouvoir faire un dépistage régulier. Et je pense qu'Alain en a parlé notamment du dépistage pendant la grossesse. Oui, oui. Pendant la grossesse, on a effectivement il y a comment dirais-je, dans les prélèvements à faire en début de grossesse, on a effectivement la syphilis, on a le VIH, hein, on a aussi, ça m'échappe, d'autres maladies. Est-ce qu'il y a l'hépatite B? Voilà, l'hépatite B, enfin voilà. Donc il y a aujourd'hui inclus toutes ces choses-là. Donc oui, ça prouve que bon, le travail était fait en amont de prévention, il continue à être fait. Donc, pour continuer, il y a aussi, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, oui, c'est bon. Alors, il y a aussi les traitements qui ont évolué. Donc, bon, là, c'est plutôt des traitements par rapport au VIH, SIDA. Donc, TASP, c'est en anglais pour Treatment as Prevention, c'est ce qu'on appelle la multithérapie. Donc, alors, on ne guérit pas, pour rappel, du VIH, mais ça se soigne, ça se traite dans le sens où on vit avec et le traitement va aider à diminuer la charge virale du virus dans notre système. Je ne vais pas refaire la partie biologique, ça c'est la partie de Marlène Ouka qu'elle a abordée hier. Donc, le traitement permet notamment, la multithérapie a permis justement de diminuer les transmissions mère-enfant. Je ne sais pas si toi, tu as eu un peu par rapport à ça, si y a des mères qui ont été dépistées séropositives, si tu as déjà rencontré dans le cadre de ta pratique, Alain, pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Bon. J'ai eu la chance de ne pas avoir trop à avoir. Non, parce qu'en fait, j'ai commencé très tôt en libéral et c'est vrai que la population que j'ai, bon, voilà, une population qui, bon, je ne sais pas si. On a dit que ça pouvait être chez tout le monde, mais non, c'est vrai que j'ai pas cette expérience-là, en tout cas, au niveau de ma pratique. Alors, c'est peut-être aussi, bon, je disais la chance, mais bon, c'est peut-être aussi un indicateur pour montrer que finalement, bon, sur le sujet du sida, du VIH-sida, en tout cas, les femmes enceintes sont quand même bien prises en charge et qu'il n'y a pas trop de femmes qui sont touchées par cette maladie-là pendant leur grossesse. Donc, c'est plutôt une bonne chose et une bonne... Oui, c'est sûr. Plutôt oui, positif. c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, pour continuer sur les traitements, c'est vrai que pour la multithérapie, elle a, comme ça, le risque de transmettre est diminué. Donc, les personnes qui vivent avec le virus du sida aujourd'hui ont une meilleure qualité de vie et il n'y a plus cette sentence comme à l'époque que je vais mourir demain. Donc, et là aussi, ça soulage. Les personnes peuvent avoir des relations, quoique, bon, après,
sondées. Des fois, il y a encore une bonne partie qui, je ne vais pas dire qui se replie sur elle-même, mais qui ne s'octroie pas. Elle ne veut plus avoir de sexualité suite à leur infection. Mais pour celles qui veulent continuer, donc le traitement permet d'avoir une meilleure qualité de vie et aussi de ne pas transmettre, ça veut dire si le traitement est bien pris, suivi, 3 petits points, et en charge virale indétectable, donc ça ne transmet pas aux partenaires. Il y a aussi, bon, je mets traitement, mais il y a le traitement pré-exposition. C'est une forme de traitement pour les personnes qui ne sont pas infectées par le VIH et qui, selon leur pratique, notamment s'ils sont amenés à une prise des risques importants, elles peuvent prendre ces comprimés. Après, c'est pas juste prendre des comprimés, il y a un rendez-vous, il faut faire des tests de dépistage, il y a un suivi médical. Et justement, la personne qui prend le traitement pré-exposition ne pourra pas transmettre le virus du sida. Et il y a notamment aussi le traitement post-exposition pour les personnes qui auraient pris un risque. Et donc là, c'est un peu comme, entre guillemets, la pilule du lendemain. Ça veut dire que si tu as pris un risque, vous pouvez vous rendre, en tout cas en France, aux urgences dans un maximum 48 heures. Et là, bon, il y a un médecin qui va évaluer votre situation, va évaluer le risque et il va vous donner le traitement d'urgence. En fait, le traitement d'urgence, c'est comme une barrière, en fait. On ne sait pas si vous avez été infecté ou pas, vous avez fait une prise de risque, mais en tout cas, lorsqu'on prend ce traitement, il y a moins de risque d'être infecté par le virus du sida. C'est seulement pour le VIH. Ça ne protège pas contre les autres IST. Alors, pour continuer, il y a une autre épidémie là, qui nous touche actuellement. Je vais entamer sur la COVID, si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors non, il y avait Marlène qui précisait que, bon, effectivement, les femmes sont prises en charge en milieu hospitalier avec le suivi des traitements, puisqu'on a abordé les femmes qui éventuellement peuvent être infectées par le VIH-Sida. Donc, elle a apporté cette précision-là, mais je pense que ça tombe bien que tu commences avec la COVID-19, puisqu'on a eu une question et le COVID. Donc, je pense qu'on est en plein dedans et que Ida, tu pourras démarrer cette partie-là. Alors, par rapport à cette partie-là, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit auparavant, mais au moins faire un petit rappel justement par rapport à la transmission. En tout cas, la COVID ou le SARS-CoV-2, pardon, je vais de la COVID, ce n'est pas une IST, hein, donc ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Mais en fait, on rappelle, bon, ça a été abordé hier, hein, je le sais, ou peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, ça se transmet via les gouttelettes qui proviennent de la bouche et de la gorge d'une personne infectée lorsqu'elle tousse, elle éternue ou parle ou respire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin. Donc, les gouttelettes contenant le virus peuvent pénétrer via les yeux, le nez et la bouche. Le virus peut aussi se propager par des mains portées à la bouche. C'est pour ça qu'on vous dit d'éviter de toucher votre visage, au nez, aux yeux, après avoir eu un contact avec une personne ou une surface infectée. Transmission sexuelle. Alors, les principaux modes de transmission de la COVID-19, ça reste la proximité physique avec une personne infectée ou toucher une surface contaminée par le virus. Si quelqu'un est infecté, le risque de transmission est élevé dans un contexte sexuel.
Ça veut dire que, bon, si la personne est infectée et puis qu'on a des rapports sexuels, donc la proximité fait que, vous savez, comme moi, que si on a des rapports sexuels, qu'on se rapproche, qu'on se câline, qu'on a notre bouche près de la bouche de l'autre personne, il pourrait avoir transmission de la COVID. Alors, c'est ça. Alors, si quelqu'un est infecté, le risque de transmission est très élevé dans un contexte sexuel. Voilà. Vu qu'il s'agit d'une situation de grande proximité physique, le virus peut aussi se transmettre via les surfaces et les objets dans l'environnement, comme la peau, les jouets sexuels, les draps, les serviettes. Le virus est présent dans la salive et facilement transmis en s'embrassant ou en touchant des surfaces qui sont entrées en contact avec la salive. Actuellement, on ne sait pas si c'est dans les sécrétions, notamment les sécrétions vaginales ou le sperme. Il me semble, hein, après, bon, c'est Marlène qui pourrait me confirmer ça, mais il me semble que ce n'était pas dans le sperme. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la transmission du Covid? Oui, ajouter ou en tout cas peut-être mettre un petit peu aussi en garde parce que on peut être très apeurant quand on dit tout ça. Alors après, moi je pense quand même que la Covid-19 est quand même un virus qui n'est pas qui est relativement fragile. Et que du coup il ne va pas nous sauter dessus. Enfin, je veux le dire pour les gens qui nous écoutent, hein. Enfin, les médias font beaucoup de bruit depuis des mois et des mois. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais je reste quand même persuadé que là, ce qu'on vient de dire à l'instant, bon, je rappelle quand même qu'un virus, il faut qu'il soit porté par un support. Donc bon, il y a quand même voilà, c'est pas juste voilà parce que enfin je suis un peu gêné dans l'idée de je veux plus faire de câlins parce que oh là là t'as peut-être le Covid. Oh, faut qu'on se calme un petit peu ça quand crée même. une anxiété. Hein, voilà. Oui. J'ai bon, voilà, bon, j'ai un peu de mal avec ce niveau d'anxiété qui est développé, qui est encore développé hein, depuis hier encore. Voilà. Bon, après, ce serait peut-être un autre débat, mais bon, je voulais quand même juste dire ça. Après, on peut quand même comprendre, Alain, le fait que les personnes soient un peu perdues ou qu'elles se posent, s'interrogent sur, bon, effectivement, est-ce que ça peut se transmettre par voie sexuelle, puisque, bon, durant la période du confinement, après et tout ça, il y a eu des théories comme ça où on disait, oui, effectivement, le virus du COVID-19 peut se retrouver dans les sécrétions, dans le sperme et tout ça. Donc, on en revient un peu à ce qu'on a dit au cours de la semaine, mais des fois, on a tellement d'informations, on ne sait pas qui croire et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des théories en ce sens-là sur la transmission. Oui, mais en même temps, des virus, enfin, bon, des virus, il y en a plein. Il y en a plein. Après, on a quand même un système immunitaire. Enfin, moi, j'ai plutôt envie d'envoyer des messages positifs que des messages négatifs. Et qu'avec une hygiène de vie correcte, on ne développe pas une maladie, voilà, notamment avec le Covid. D'ailleurs, on a vu quand même qu'avant de se retrouver en réanimation, voilà, il y avait des facteurs de risque énormes, des gens qui avaient déjà des choses qui leur compliquent leur système immunitaire. Donc, moi, je tiens vraiment à le rappeler quand même. Je ne sais pas si c'est l'espace pour le dire, mais en tout cas, et de ne pas tomber dans cette espèce de... Voilà, et du coup, parce qu'il y a des gens qui vont croire effectivement que le Covid, ouais, ça y est, je ne peux plus avoir de rapport sexuel parce que je... Enfin, mollo, quoi. Alors, on a Laurence qui dit Ida, ce n'est pas clair pour moi, mais j'ai eu la question. Y a-t-il un risque pour les rapports sexe-bouche? Alors, je ne sais pas si sexe-bouche. Avec le Covid? Je ne sais pas si on parle toujours du Covid ou si Oui. c'est par rapport au précédent diapo. Bon, je pense que c'est peut-être par rapport au Covid. Oui, donc Laurence répond oui. Donc, Ida, est-ce que tu penses avoir une information là-dessus? Alors, sexe-bouche, je n'ai pas trop vu, mais s'il y a une proximité entre, en fait, les gouttelettes
qui va de bouche à bouche. C'est plutôt une transmission de gouttelettes, de bouche, je veux dire, de proximité, de bouche à bouche, si je peux m'exprimer ainsi. Après, si on, justement, je pense que ça va dépendre en fait de la pratique. Peut-être qu'effectivement, de toute façon, tu voulais en parler à la suite, donc on te laisse poursuivre. Alors, là, je voulais juste aborder justement les impacts du confinement. Alors, en fait, c'est à travers ça que j'aimerais l'aborder à travers 2 enquêtes qui ont été menées, des sondages IFOP. Après, je n'ai pas vu d'enquête sur la Martinique, à part l'enquête sur les violences. Donc, c'est pour ça que justement, on a beaucoup entendu parler que bon, le confinement avait favorisé les rapports sexuels, que ça avait favorisé les sextoys, la vente de sextoys, etc. Alors, on voit que quand même, bon, c'est vrai qu'on ne veut pas tomber dans la psychose, mais pour faire un rappel par rapport au niveau sociologique, c'est vrai que M. Cantacuzène nous l'a dit, hein, la COVID a créé cette espèce d'angoisse, je veux dire, la COVID hein, seulement, mais en fait, l'épidémie, elle est, je vais terminer, l'épidémie, elle est particulière parce que elle est justement, elle est mondiale, mais elle est particulière par sa visibilité, notamment dans les médias, qui ont créé une psychose, et aussi elle est particulière sur son impact économique aussi. Donc, et tout ça, ça a un impact sur les relations, notamment affectives et amoureuses. Après, bon, là, c'est un sondage, justement, par rapport au comportement, l'impact du confinement des Français sur leur bien-être. Bon, on voit que, justement, ce stress, cette anxiété a plus ou moins eu des répercussions sur leur sexualité. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à là. Il y a pas mal de petites choses qu'on pourrait dire. Maintenant, est-ce que c'est pas la Covid qui a eu de l'impact, c'est le confinement, c'est les médias. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça, je me suis reprise pour dire que c'est les mesures, la médiatisation aussi. Voilà, je me suis reprise. Voilà. Après, moi, j'ai envie aussi de raconter des choses positives sur ce confinement. Il y a eu des bébés. Donc, il y a eu des bébés qui ont été aussi fabriqués pendant ce confinement avec beaucoup d'amour aussi, pas seulement des bébés non désirés. J'ai eu de très très beaux témoignages. Alors on sort un tout petit peu hein, de la sexualité pure, mais je te racontais ça, c'est des papas qui ont eu la chance en étant confinés de prendre le temps de voir leurs enfants grandir. Moi, j'ai envie de voir aussi cet aspect-là parce que quand on part au boulot le matin à 8h et qu'on rentre à 17 ou 18h, on n'a pas vu nos enfants grandir. Et puis, c'est la nounou ou la crèche qui raconte comment les enfants ont grandi, comment ils ont fait leurs premiers pas, leurs premiers mots, etc. Et là, voilà, c'est un aspect que j'ai trouvé chouette. Dans le confinement. Alors bon, je sors un petit peu hein, de la notion purement, mais c'est le bien-être hein, aussi. Ça en fait partie. On avait dit justement, il n'y a pas eu que des impacts négatifs. Après, moi, j'ai relevé quelques justement par rapport à ce sondage, mais tu as tout à fait raison. Justement, oui, il y a eu ce stress, mais le confinement aussi, pour certains, l'ont vécu comme une bulle. Oui, tout à fait, comme une bulle où ils se sont épanouis. On a vu des gens faire des gâteaux.
Oui. connaissent leurs enfants. Il y a aussi une créativité, absolument. Il y a une créativité qui est ressortie aussi de ce confinement à plein de niveaux. Hein. On a vu des choses très, très belles, voilà, que ce soit musicalement, que dans la créativité, comme tu disais, dans les rencontres, dans le prendre le temps, effectivement, de cuisiner ensemble ou de s'inventer cuisinier, hein, ou de découvrir que, voilà. Parce que ça demande aussi, c'est des activités qui demandent du temps. Et là, il y avait du temps. Donc, c'est vrai que c'est bien. Après, effectivement, il y a des choses plus compliquées et plus difficiles, comme le fait de se retrouver en face à face avec son compagnon ou sa compagne. Et parce que là aussi, on a rarement passé autant de temps avec l'autre en direct. Sans échappatoire, sans fuite possible. Et c'est vrai que ça peut aussi réveiller, ça a réveillé hein, les violences qu'on a pu voir, ça a réveillé des choses extrêmement difficiles aussi, c'est sûr. Tout à fait, c'est justement ça. C'est que dans notre quotidien, notamment dans nos relations de couple, on passe la majorité de notre temps à l'extérieur. Et là, ça fait que on pensait, justement, en passant plus de temps ensemble, que bon, il y en a qui ont pu profiter, comme on l'a dit, mais pour d'autres personnes, que ça a réveillé certaines blessures. Ça ne veut pas dire que le Covid a réveillé ça, mais c'est des blessures qui étaient là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Depuis auparavant. Ça a juste mis tout ça en exergue. exergue. Ouais. Donc, enfin, pour continuer là-dessus, il y en a certains qui disaient que justement que bon, si tu te retrouves confiné, tu auras le temps d'augmenter peut-être la fréquence des rapports sexuels. Je parle là pour les couples. Hein. Je parle là pour les... Là, je séparais pour les couples. Hein. Pour les célibataires, ils l'ont vécu autrement, ce confinement-là. On va le voir ensuite. Donc, mais bon, ce qui est noté, c'est qu'il y a eu une diminution. Si vous voyez, une diminution de la fréquence des rapports sexuels. Après, là, c'est 44%. Bon, c'est couples et célibataires compris, mais au niveau des couples vivant sur le même toit, bon, il y a quand même une différence de 11%, un recul de 11%. Donc, bon, comme on l'a dit, c'est vraiment lié à la situation générale, le confinement, l'absence d'intimité aussi. C'est pas la même chose si on est dans un appartement 2 pièces avec 3 enfants, par exemple, ou que dans une plus grande maison où on peut trouver peut-être des moyens ou je veux dire, entre guillemets, des cachettes secrètes. Donc, la promiscuité, justement, et puis où il y avait aussi la présence constante du partenaire. Donc, cette disponibilité constante qui fait que, ben, il est là, hein, comme s'il est là, il est là, il est pris pour acquis. Donc, ça, on ne va pas forcément augmenter ou avoir plus de rapports sexuels parce que, bon, ça devient facile. Il n'y a plus de la séduction, par exemple, est moins... Il n'y a plus de piment. En tout cas, il y a moins de piment. Il peut y avoir moins de piment. Et moins de piment. Et donc, ça, justement, sa disponibilité constante, ça n'accroît pas forcément les rapports sexuels. Et aussi, bon, on le sait, il y a eu, avec le confinement, il y a eu le travail, bon, on va le réexpérimenter, le télétravail, pardon. Moi, c'est pour toi, tu es obligé de te déplacer, mais pour la majorité d'entre nous, bon, c'était le télétravail, donc combiner ça avec l'éducation des enfants, les tâches ménagères, ce qui fait que ça a pu aussi, notamment, peut-être laisser moins de place à cette intimité sexuelle et aussi, comme on l'a dit, peut-être que ça a pu raviver certaines tensions au niveau du couple. Oui, la notion de se retrouver, par exemple, est importante dans le couple. Lorsqu'on a passé toute la journée ensemble, on a plus envie d'être chacun de son côté plutôt que de se retrouver. Donc, effectivement, ça peut ne pas être évident pour un certain nombre de personnes. C'est vrai, tu le dis, c'est clair que le désir amène le plaisir. Donc, le désir, c'est l'attente
Hein, c'est cette attente où on va s'imaginer, où on va laisser accroître justement nos pulsions, mais alors que lorsque la personne est là, donc ces désirs se retrouvent un petit peu plus diminués. Donc, pour aller dans cette même ordre d'idée, il y a aussi, bon, ils ont noté notamment dans ce sondage une diminution notamment de la satisfaction sexuelle aussi. Donc, c'était à la fois moins large et moins intense chez les personnes en couple entre l'avant et l'après-confinement. Par rapport aux pratiques, donc, bon, on dit qu'il y a eu une explosion, comme je le disais, des sextoys. Bon, après, ça dépend. J'ai vu certains articles où c'est mentionné, il y en a qui ont vu exploser la vente des sextoys, la vente en ligne, etc. Mais dans un contexte, si on vit justement, on est confiné, on est en famille, on est en famille, en couple avec ses enfants, peut-être qu'on a moins la disponibilité justement, même si on l'a commandé, le jouet, là, peut-être on a moins de disponibilité pour pouvoir justement avoir une pratique auto-érotique. Donc là, c'est le fait qu'il y ait la promiscuité constante qui fait que ça laisse moins de place justement à ces moments d'intimité au niveau solitaire. Et on voit aussi notamment apparaître, justement, on a l'impression que les besoins sexuels étaient allés augmenter, mais on voit que justement, il y a une personne qui ont vu, je veux dire, ont vu, avaient peu de désir, peu de libido, notamment. On a vu qu'il y avait justement un impact sur les pulsions sexuelles ou l'envie de faire l'amour. Donc, les besoins sexuels peut-être étaient plutôt remplacés notamment par des besoins affectifs. Et ça, on va le voir notamment avec plutôt au niveau des célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas notamment au niveau de ce sondage-là? Et moi, en fait, ça me questionne. Désir d'enfant, désir de grossesse. Je ne sais pas s'il y en a qui t'en ont parlé de ça ou pendant le confinement. Peut-être que là, justement, là, comme on a dit, que l'impact de la COVID, ça crée un stress, une anxiété. On ne voit pas, je veux dire, on voit pas le bout du tunnel hein, par rapport à tout ça. Est-ce que ça a eu un impact? Moi, j'ai eu des témoignages différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens que ça a continué à bien angoisser parce qu'ils ne savaient pas, justement, comme tu disais, le bout du tunnel et qu'est-ce qui allait se passer après. Est-ce qu'on pouvait décider de se mettre à faire un enfant avec un contexte dans quelques semaines, quelques mois qui serait particulier, avec peut-être des pertes d'emploi. Donc, oui, il y a eu des points de vue comme cela. Et puis, il y en a d'autres qui ont pu prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie de couple, de leur famille. Et puis, il y a eu aussi, comme je le disais tout à l'heure, des bébés qui sont arrivés, qui n'étaient pas forcément désirés. Alors, il y a eu, il me semble que les chiffres, alors je n'ai pas eu le temps de les récupérer, il me semble quand même qu'il y a eu des chiffres au niveau des interruptions de grossesse qui ont augmenté. Nous sommes avoir entendu que ça avait légèrement augmenté. Oui, il me semble. Notamment chez les femmes dans la trentaine, hein, 30, oui, c'est ça. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Cette période a vraiment été très très bizarre, ça c'est clair. Donc, on peut imaginer que justement cette augmentation-là, même si elle a été légère, peut-être que ce soit lié vraiment au contexte, puisque bon, déjà, de venir en parle, hein, de façon générale, c'est pas une chose qui est facile. Mais dans un tel contexte sanitaire, c'est vrai que bon, on peut pas sortir normalement, on peut pas préparer normalement l'arrivée de bébé. Donc, on peut imaginer que
c'était encore plus angoissant pour un futur parent d'envisager toutes ces préparations-là. Alors, on a une question on parlait de confinement et tout ça, donc pour Alain et pour Ida, hein, est-ce que le fait de ne pas sortir aussi n'est pas responsable de la baisse de la libido? Est-ce qu'il y aurait un rapport entre la libido et puis le fait de ne pas sortir? Oui, il peut y avoir, en tout cas. C'est pas automatique, mais il peut y avoir, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait d'être stimulé par une sortie, d'aller au restaurant, d'aller à la plage, de passer un bon moment avec des amis, d'avoir des discussions, ou même de faire une sortie en amoureux, cinéma plus resto, ben, c'est sûr que ça facilite, enfin, en tout cas, ça peut faciliter, à mon avis, plus la libido que ben, d'être là enfermé pendant des heures et des heures et des heures. Oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec Alain aussi par rapport à avoir, comme je disais tout à l'heure, le fait de sortir pour aller au travail, le fait de sortir, avoir des loisirs. Donc, ça permet justement un petit peu entre guillemets, des échappatoires. Mais Ida, en même temps, ce que tu dis là et ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport aux tâches ménagères, par rapport à la gestion du foyer, des enfants, de l'école, enfin bref, c'est un peu en rapport en même temps avec cette nouvelle question-là, cette fois de Marlène qui dit « La fatigue et l'angoisse n'a-t-elle pas diminué la libido ?» Donc, on est effectivement très fatigué, en fait, finalement, à la fin de la journée, mais c'est vrai que au départ, on aurait plus pensé le contraire, que le confinement, en tout cas dans les représentations, que le confinement aurait vraiment boosté la fréquence des rapports sexuels et aussi par rapport au fait qu'à un moment, on a entendu qu'il y avait plus de personnes, plus d'achats de préservatifs, d'objets sexuels. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il en est alors du coup? Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport c'est vrai que ça allait vers les prochaines diapos, notamment vers les célibataires, où les célibataires, par rapport à, ont plus ou moins modifié leurs pratiques. Et il y en a beaucoup qui ont été vers des pratiques, on dit, des pratiques solitaires, hein, de masturbation. Donc, je pense en partie par rapport à ça. Donc, et aussi par rapport aux célibataires, notamment, c'est pour continuer là-dessus, il y a notamment, on voit dans le changement des comportements où il y a un besoin, le besoin sexuel a été moins présent, c'était plutôt un besoin affectif. Parce que, bon, il y en a peut-être qui, bon, vivant seul, donc ça peut augmenter aussi le besoin d'être avec quelqu'un. Et il y en a par rapport à ça qui avaient envie justement d'avoir de la tendresse, d'avoir justement des échanges, d'avoir quelqu'un. Et là-dessus, ça a aussi eu des répercussions, notamment sur, je vais dire, sur la consommation des applications de rencontres. On voit sur les applications de rencontres que les personnes célibataires passaient plus de temps avec les personnes, à échanger, à parler, à connaître la personne, que juste, bon, ok, tu viens ce soir. Bon. Et donc, les célibataires, le confinement a eu un impact, je vais dire, plus grand sur les célibataires que sur les couples. Je pense que j'avais une diapo, notamment sur les couples, qui disait aussi que, toujours en lien avec le sondage, IFOP, que je pense pour 80%, le confinement n'avait pas eu d'impact sur leur vie relationnelle de couple, mais que plutôt les changements étaient vus chez les célibataires. Après, ce n'est pas négatif. Il y a certains célibataires, notamment, qui mentionnaient que
le fait de ne plus avoir, qu'ils ne pouvaient pas sortir, donc ça a amené à rester à la maison et donc à avoir envie à parler avec quelqu'un. Et puis aussi à ne pas seulement consommer. Donc, pas seulement consommer, il y en a qui avaient des pratiques, bon, ce soir, j'arrive, je rencontre et puis on baise, pardon, excusez-moi, c'est les oreilles pudiques, on baise et puis bon, je te jette. Hein, et bon, peut-être il y a la crainte aussi du coronavirus, hein, mais il y en a qui se sont justement plutôt eu pas un repli, mais prendre le temps justement de connaître les personnes et qu'ils fréquentent avant de les rencontrer. Là, ici, c'est une diapo qui montre justement la perception des rencontres par rapport aux célibataires. Bon, ce que je trouvais intéressant, c'était que pour un célibataire, ils sont 57% à mentionner, à être d'accord qu'il est aujourd'hui plus difficile de faire des rencontres qu'auparavant. Alors aussi, ça a eu des répercussions sur la recherche d'un partenaire où un grand pourcentage, plus de 90% des personnes sondées, alors c'est des personnes sondées, c'était à peu près 3000, hein, où justement, ils souhaitent rechercher un partenaire, ils cherchent une relation stable. Voilà, donc là aussi, l'impact du coronavirus dans ces rapports avec un potentiel partenaire. Donc, la crainte d'être infecté donc amène les gens notamment à moins fréquenter les lieux où il y aurait des rencontres potentielles aussi. Bon, après, bon, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de discothèque depuis le mois de mars. Bon, mais après, il y a d'autres lieux là. Mais c'est vrai qu'il y a une diminution. En même temps, et aussi, il y a une diminution des lieux où on peut faire une rencontre de partenaires potentiels. Aussi, donc, bon, ça peut influencer sur certaines pratiques ou, par exemple, ne pas embrasser quelqu'un qui vous plaisait ou ne pas faire l'amour avec quelqu'un qui vous plaisait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, les célibataires sont, on va pas dire plus sélectifs, mais ils ont tendance à, entre guillemets, moins se consommer. Donc là, c'était la diapo par rapport à l'échange, plutôt la digitalisation, l'échange sexuel virtuel. Donc, ça, justement, tous les éducateurs sont positifs. Donc, il y a justement le 17 février 2020 et puis il y a des réponses le 27 avril, pendant le confinement. Et tout ce qui est échange avec partenaires, avec SMS, recevoir des photos, des nudes, recevoir la photo d'un sexe d'une personne ou s'exhiber devant sa webcam, tous ces modes d'échange virtuel, tous ces indicateurs ont augmenté. Voilà, donc impact sur la relation de couple. Ah oui, voilà, c'est ma diapo. Ça s'est trompé. Donc, justement, on était à 60%. Hein, c'était tout à l'heure la diapo sur que le confinement, pour 60% des personnes sondées, le confinement n'a eu aucun effet sur la relation de couple. Alors là, ici, pour la crainte d'être infectée, donc on voit à peu près quand une personne justement échange avec, pour la première fois avec quelqu'un qui pourrait potentiellement faire l'amour, un partenaire sexuel potentiel, qu'est-ce qui leur vient à l'esprit? Il y a quand même cette crainte des deux, hein, d'être infecté, oui, IST et aussi coronavirus pour à peu près 35% des personnes. Alors, sinon, comment on fait justement, j'ai bien aimé cette image-là, je l'ai trouvée, pour réduire les risques et les dommages. Test VIH, OK. Préservatif, OK. Test au COVID, OK. Lavage des mains, gants, masques, position sexuelle, barrière, gel hydroalcoolique. Oh mince, je l'ai oublié.
Donc, comment ça ressemble justement cette réduction des risques et des dommages? Est-ce que tu as une petite idée là-dessus, Alain? Tu ne lis pas quand même, laisse tomber avec tous ces préliminaires. Moi, j'ai la migraine, qui est quand même intéressant. Ouais. Bah après, c'est aussi une question très personnelle à chaque fois. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont très carrés dans leur façon de faire les choses et ils auront besoin d'avoir, même si c'est un peu imagé, mais ils auront besoin d'avoir tous les paramètres OK. Hein, c'est sûr que tous ces paramètres OK, on parlait de la libido tout à l'heure, ça aide pas trop quand même. Hein, parce que là, ça devient un protocole, avant sexualité, avant rapport. C'est pas très drôle, mais bon. C'est vrai que justement là-dessus, ça pose la question de l'épanouissement sexuel, du plaisir. C'est des questions qu'on a déjà, notamment en prévention, sur les IST, par rapport aux préservatifs, ça donne pas de plaisir et tout. Donc là, on est, je veux dire, il faut reconnaître que les personnes vont quand même avoir des rapports sexuels, hein, mais en même temps, il faut quand même on essaie de transmettre les informations pour que les personnes puissent prendre les meilleures décisions par rapport à leur santé. Nous, on est là en tant qu'agent de prévention, hein, mais après, au final, ce n'est pas nous qui prenons la décision finale, c'est la personne par rapport à ce comportement, par rapport à si elle veut améliorer ou maintenir son état de santé, c'est pour qu'ils puissent faire des choix éclairés justement pour que, comme tu disais, que c'est vrai que ça touche à l'individualité, hein, ça va de manière assez individuelle. Alors, il nous reste quelques minutes avant 16h30, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à Aïda ou à Alain, et quelle que soit la thématique. Donc, c'est vrai que on a déjà vu pas mal de choses, mais peut-être que vous avez encore des choses qui vous interrogent sur la thématique d'aujourd'hui. Alors, on avait une question auquel on n'a pas encore répondu, hein, c'était, je pense plus pour Alain, les femmes enceintes ont un système immunitaire fragile. Comment les protéger? Donc, c'est vrai qu'on a, par rapport au Covid, par rapport aux épidémies, aux virus actuels, est-ce que les femmes sont plus exposées? Est-ce qu'elles ont plus peur que les autres? Et comment on peut les protéger, les femmes enceintes? Je ne suis pas forcément OK avec la notion que les femmes enceintes ont un système immunitaire plus fragile. Je ne sais pas si ça a été prouvé. Certes, elles sont dans une phase un peu particulière avec la fabrication, la construction de ce bébé, mais je pense que Dame Nature fait plutôt bien les choses. Les femmes enceintes tombent, enfin, en tout cas, les femmes enceintes tombent pas malades de façon systématique pendant la grossesse. Au contraire, maintenant, quelque chose qui ne se fait probablement pas suffisamment dans le système français, c'est la supplémentation en vitamines, en minéraux, enfin les compléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire. Ça, par contre, on n'est pas très très bon en France. Bon, ça commence à bouger. Mais je pense que ce serait probablement une des pistes aussi vers laquelle il faut continuer à avancer, puisque ça existe, mais ce n'est pas encore dans nos formations. Moi, personnellement, dans mes formations à l'époque, je n'ai pas reçu grand-chose comme formation sur le boost du système immunitaire. On en parle plus depuis quelques années. Je pense que ce serait plutôt par là qu'il faudrait s'orienter. Mais je reste persuadé que non, les femmes enceintes ne sont pas plus fragiles et qu'elles vont attraper plus de choses. Non, je ne m'inscris pas dans cette idée-là. Mais par contre, oui, les accompagner pour qu'elles soient encore plus fortes, oui.
justement, Alain, par rapport à ton expérience, en fait, dans le contexte actuel, est-ce que tu as remarqué des choses différentes au niveau de l'accompagnement, de la prise en charge des femmes enceintes? Est-ce qu'elles avaient des nouveaux questionnements? Est-ce que tu sentais qu'elles étaient très angoissées, en fait, par rapport à leur grossesse? Oui, il y a eu, c'est bien, c'est une bonne question que tu me poses. Il y a eu plusieurs situations, notamment, ça a chauffé très fort au moment où, notamment la clinique, on peut la nommer, enfin la clinique en Martinique, il n'y en a qu'une, donc voilà, elle saura se reconnaître. Oui, pendant pratiquement une quinzaine de jours, ça a été le fait que la présence du père n'était pas possible. Et ça fait un tollé, un gros tollé, puisqu'en fait, et ça, c'est vrai que ça a augmenté l'angoisse. Mhm. J'ai même vu des patientes qui avaient auparavant des peurs par rapport à l'arrivée d'un bébé, etc. Et ces peurs-là ont disparu au profit de la peur que mon homme ne soit pas à mes côtés le jour J. Et alors, il y a eu pendant quelques semaines comme ça, des patientes qui ont aussi pensé à rester chez elles et faire un bébé à la maison. Dans mon expérience directe avec ma patientèle, il n'y a pas vraiment eu, ça ne s'est pas forcément mis en route parce que bon, les choses ont bougé, les différentes maternités ont commencé à se dire oula, notamment la clinique où ils ont vu qu'il y avait un vrai recul de patientes qui avaient décidé de ne pas aller à la clinique accoucher, mais là où effectivement l'hôpital avait ouvert un petit peu plus le créneau de laisser le papa dans des conditions un peu particulières, mais en tout cas le papa avait la possibilité d'être présent. Donc oui, ça a levé un peu ça a mis en place des angoisses. Okay, le fait de se retrouver seul le jour d'accouchement, je pense que c'est une des choses les plus dommageables qui puissent exister. Là, il y en a une autre qui réapparaît aujourd'hui, c'est la notion du port du masque pendant l'accouchement, ce qui est quand même une stupidité. Enfin, voilà, je m'applique, mais une stupidité pour moi terrible. Mais il y a une autre stupidité aussi, c'est que la présence du père, ils vivent en général ensemble. Donc, si jamais ils étaient contaminés, au pire, ils sont déjà tous les deux contaminés. Bon, enfin, il y a des choses comme ça, quand on y réfléchit, qui n'avaient pas trop de sens. Et les femmes sont loin d'être idiotes. Et elles disaient, mais ça n'a pas de sens. Je vis avec cet homme-là, on partage. Donc, pourquoi on va être séparés à la clinique ou à l'hôpital? Ça n'avait pas de sens. Alors après, effectivement, il y a le côté contamination potentielle du personnel par les gens. Mais on pouvait aussi se dire, mais attends, est-ce que le personnel ne peut pas contaminer les gens aussi? Donc, on était dans un truc un peu bizarre. Donc, oui, ça a levé beaucoup d'interrogations. Là, ça recommence à nouveau. J'entends ce matin encore des patientes qui disaient ça, qui disaient, mais bon, qu'est-ce que je fais si jamais on interdit à mon mec de venir, est-ce que je veux pas finalement rester chez moi? Donc on retrouve à nouveau des questionnements autour de ce confinement. En fait, là bon, ouais, c'est le confinement qui pose problème, c'est pas forcément le Covid. Enfin bon, c'est... En tout cas, il y a pas mal ça suscite pas mal de réactions Oui, et de questionnements bien chez sûr, les femmes enceintes. Et bien c'est vrai sûr, que bien par sûr. rapport Et chez les papas aussi, hein. aussi, oui, et par rapport à ce que tu disais sur la prise en charge à l'hôpital, est-ce que papa peut venir, est-ce qu'il peut pas venir, et le recul et l'envie de peut-être accoucher à la maison. Après, peut-être que c'est pas quelque chose qui est ancré dans notre culture, non? L'accouchement, c'est pas tellement présent. Peut-être que les femmes préfèrent se sentent plus entourées dans le fait de venir. C'est quelque chose qui bouge. Alors après, je ne veux pas parler de généralité, mais c'est sensible. Il y a une réflexion autour de et si je restais chez moi pour mettre ce bébé au monde à domicile, parce que je pense qu'il y a plusieurs effets. Il y a le fait que aujourd'hui, on a quand même une très bonne qualité du suivi de la grossesse.
ce qui n'était pas le cas. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes études, on était dans des taux de mortalité qui étaient quand même très importants, qui étaient double de des chiffres hexagonaux. Mais en fait, ce n'était pas un problème de naissance à domicile, c'était un problème de suivi de grossesse. Moi, j'ai vu des femmes arriver avec des diabètes gestationnels plus, avec des bébés morts dans le ventre, parce qu'elles n'avaient vu personne pendant 9 mois en termes de suivi de grossesse. Donc, on a énormément progressé dans la qualité du suivi de grossesse. Aujourd'hui, on a le système des échographies. Dans les années 80, l'échographie démarrait tout juste. On a commencé à avoir une régularisation des échos plus sur la fin des années 80, début des années 90. Et en fait, aujourd'hui, les femmes se sentent aussi plus en confiance parce qu'elles sont bien suivies, elles ont fait des examens, elles ont fait leurs échos. Donc, la dangerosité n'est plus celle qu'on a pu dire ou connaître il y a quelques années. Et alors, je ne pense pas on soit dans des chiffres qui vont exploser pour dire que ça y est, toutes les femmes vont vouloir rester pour accoucher chez elles. Mais c'est sensible, ça bouge. Les réseaux sociaux font que l'information aussi circule plus vite, ça c'est clair. Donc les gens peuvent réfléchir un peu différemment. Et puis, il y a aussi cette hyper-médicalisation qui fait que les gens se posent aussi des questions. Je n'ai pas forcément envie d'accoucher avec des gens que je ne connais pas, dans des positions qui ne sont pas forcément des plus favorables, parce que voilà, j'ai envie, peut-être, on parlait d'intimité tout à l'heure, quand on sait que, et je pense que tu ne me contrediras pas sur ça, mais quand on sait que l'hormone de l'intimité, c'est l'ocytocine, et l'ocytocine est aussi l'hormone principale qui met en route l'utérus, mais qui est aussi l'hormone de l'attachement. Qu'est-ce que c'est que d'accoucher dans une salle avec des grosses lumières, avec des gens qu'on ne connaît pas? Elle est où l'intimité? Comment je peux produire une qualité d'ocytocine pour que mon utérus puisse faire correctement le travail qu'il doit faire pour que mon bébé avance? C'est quand même une sacrée belle question. Qu'on peut se poser. Et du coup, alors il y aura un travail. Alors il est en cours. Ça fait 30 ans que je me bagarre avec tout ça, mais bon, il est en cours sur comment permettre plus d'intimité, plus de mouvement, plus de bienveillance aussi pour une jeune femme, pour un couple qui veut mettre son bébé au monde. Voilà, enfin, donc, bon, là, vous me lancez sur un sujet, je pourrais être intarissable pendant des heures et des heures, mais en tout cas, oui, le Covid, au travers du confinement, nous fait aussi réfléchir les patients sur finalement, si je veux garder un peu d'intimité, si je veux être sûr que mon mec soit à côté de moi, peut-être que je vais penser à rester chez moi parce que c'est terrible de mettre au monde. Puis c'est un moment tellement formidable pour les hommes, cette arrivée du bébé. D'en être privé, je pense que c'est criminel, si je peux me permettre. Alors, bon, c'est vrai que Ida était en train de commencer sa diapo, donc on a bifurqué vers d'autres sujets, mais Ida, je pense que tu veux peut-être ajouter quelque chose, donc je te donne la parole. Oui, mais merci Céliane, mais c'est intéressant ce que tu dis Alain par rapport justement à l'accouchement, le fait que justement qu'il y a des femmes qui souhaitent accoucher chez elles par rapport aux mesures qui sont annoncées. Et bon, je ne cesse pas de le répéter. Ça m'a fait tilt dès le premier jour. Je pense que c'est M. Cantacuzen qui avait dit que justement la Covid, l'épidémie, elle est particulière par rapport justement par rapport aux mesures, par rapport aux mesures qui sont annoncées. On a l'impression qu'on est en guerre. Voilà. On a l'impression qu'on est en guerre, en fait. Voilà. Le président l'a dit clairement. En plus. Donc, et là, donc, c'est vrai que ici, si on revient à la diapo, pour voir comment on peut avoir des pratiques
qui vont plus ou moins, qui ne transmettront pas, qui vont permettre de ne pas transmettre, pardon, la COVID, notamment, et qui vont permettre la distanciation physique. Je pense que vous l'avez, de toute manière, vous l'avez lu depuis tout à l'heure, que ce soit toutes je veux dire, les applications, la digitalisation, hein, le sexe en ligne, le sexe par téléphone, d'autres moyens, justement, hein, qui vont permettre aux personnes de vivre une sexualité autrement. Après, je suis consciente, comme vous, le toucher, c'est très important. Je pense même que bon, ça fait partie des 5 sens. Dans la sexualité, on vit notre sexualité avec les 5 sens, mais le toucher est très important, on l'a dit, par rapport par rapport à l'attachement, par rapport, comme tu disais Alain aussi, par rapport à l'oxytocine et tout. Donc, je pense que ce qui arrive, c'est que on va plus ou moins devoir, peut-être qu'on va devoir modifier un peu nos comportements ou voir comment on peut sublimer, comment on peut vivre autrement un petit peu notre sexualité pour diminuer les risques. Réduction des risques, voilà. Donc là, c'était juste... bon, après, c'est vrai que plusieurs pays ou de santé publique ont émis des recommandations ou des stratégies, plutôt des stratégies pour pouvoir diminuer les risques de transmission, notamment peut-être de limiter le nombre de partenaires sexuels, justement, ou de partenaires sexuels qui sont c'est-à-dire que si on n'habite pas avec la personne, de diminuer le nombre de partenaires sexuels, pardon. De limiter les rapports à un petit réseau de personnes à qui on a confiance. Mais bon, confiance, c'est un bien large mot. Et on le dit souvent, notamment en prévention. On a confiance en soi-même. Il faudrait quand même que tu m'expliques comment on fait rapport sexuel et distanciation physique. Moi, j'ai un doute là, il y a un truc qui m'échappe. Bah, déjà, si c'est Alain, hein, le rapport sexuel, déjà, il y a l'auto-érotisme aussi, hein, au téléphone. On peut s'auto... Oui. C'est pour ça que... Mais aussi, il y a un pan notamment de la sexualité. Bon, je ne l'ai pas investi trop dans l'intervention d'aujourd'hui, mais au niveau de la technologie, au niveau des jeux virtuels, même avant le Covid, hein, qui est déjà... bon, après, ça, je pense que c'est des publics bien précis ou spécifiques, pas peut-être connu de tout le monde, mais ça existe. Justement, il y en a qui font l'amour de façon virtuelle, hein, via des... Peut-être qu'on va vers ça, hein, éventuellement. Hein. Donc, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, mais bon, peut-être que éventuellement, plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va être normal pour nous. Après, bon, comme stratégie, bon, c'est d'éviter d'avoir des relations sexuelles s'il y a une personne qui a été exposée à quelqu'un qui a été infecté, ou si une personne présente notamment est malade ou présente des symptômes. Bon, après, bon, c'est des stratégies, mais bon, qu'on ne connaît pas l'efficacité dans un contexte sexuel, bon, se laver, on répète, hein, notamment se laver avec de l'eau, du savon avant les rapports sexuels. Après, bon, éviter de s'embrasser. Vous prenez ou vous ne prenez pas, hein, mais c'est des stratégies. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, je les énonce là. Éviter les contacts rapprochés de visage à visage ou de visage à main. Éviter le partage d'objets et nettoyer, désinfecter les objets qu'on touche souvent, les jouets sexuels, les draps et les autres surfaces. Après, comme je le dis, c'est des stratégies de réduction des risques. Je n'ai pas dit de les faire à la lettre. Hein. Donc, on prend ce qu'on apprend par rapport à soi, par rapport à sa situation, par rapport à son vécu et voir comment on peut justement vivre sa sexualité de façon épanouie. Il ne faut pas oublier que la sexualité,
c'est pas négatif, hein. C'est positif, c'est le bien-être. Donc, mettre trop de barrières, comme on a vu dans la première image, que je vous aime pas la première image, mais l'image sur les risques et la réduction des risques et des dommages, ça peut tuer en quelque sorte un petit peu, entre guillemets, la libido. Voilà. Bon, après, on l'a déjà abordé. Je l'avais mis là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou sur le désir de grossesse, Covid ou sur la situation actuelle. Oui, de façon peut-être même plus générale, si des précisions à apporter. Non, après j'écoutais tes mesures. Ah. J'écoutais tes mesures. Non, mais mesures. les mesures que tu nous lisais, que tu évoquais. Et je me disais, mince, ils font comment pour faire un bébé en faisant ça? Je me disais, bon. Bon, voilà, c'était juste la petite phrase. Non, mais ceci dit, c'est vrai que si on appliquait un petit peu tout ce qu'on disait là, je vois pas trop bien comment on peut réussir à faire un bébé, quoi. Parce qu'un bébé à distance, avec un peu d'imagination, mais bon. C'est vrai, la question se pose, mais si c'est pas dans l'objectif, si l'objectif c'est le plaisir, alors le plaisir c'est à la base de la sexualité, pourquoi pas? Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Du coup, Ida, merci pour cette présentation-là. Merci aussi, Alain, pour les réponses qui ont été apportées. Alors, on avait, par rapport aux dernières diapos, une question, et c'est vrai que, ça m'est aussi venu. Alors, avant, sur les images, le fait de pouvoir s'auto-érotiser, c'est ce que tu disais, envoyer des images et tout ça. Donc, on avait, attention, c'est une remarque et en même temps une question, attention au respect de l'intimité lorsqu'il s'agit d'images. Donc, parce que Ida, on parle de cybersexisme, d'harcèlement sexuel, du fait que, surtout, souvent les filles, les jeunes filles, sont un peu manipulées, avec tous les réseaux sociaux qui existent maintenant. On utilise leurs images, leurs photos qu'on diffuse sans leur accord et que parfois on tourne à leur insu, je dirais. Donc, tout à fait, Kylian, c'est vrai que ça peut être la contrepartie. Donc, justement, de faire attention à qui on envoie nos photos. Je veux dire, faire attention. C'est vrai qu'il peut avoir, il y a toujours un risque, hein. Même que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance, le risque est toujours là. Donc, après, comme on a dit, c'est de prendre le plus grand nombre de précautions possible par rapport à ces pratiques, à ces comportements. Donc, si on comprend bien, finalement, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai qu'on peut réduire les risques, on peut prévenir, on peut apporter tous les messages possibles, mais le risque zéro n'existe pas. Et puis, Ida aussi, comme tu le disais, ce sont finalement les personnes qui vont prendre leurs propres décisions. Donc, quel que soit ce que nous, on va tenter d'expliquer, ce seront à ces personnes de choisir ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Alors du coup, en tout cas, merci à ceux et celles qui étaient présentes et présents aujourd'hui, cet après-midi avec nous sur la thématique des relations affectives et sexuelles en temps d'épidémie. Merci à Alain. Donc Alain, peut-être que tu voudrais dire quelque chose par rapport à tout ce dont on a parlé cet après-midi. Tu aurais un mot de la fin ou une petite... Le mot de la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie d'être dans l'espoir que tout ça se calme, en tout cas par rapport à ce qu'on est en train de traverser. J'ai envie de dire tout simplement que l'on remette bien l'amour au premier, l'amour avec un grand A, hein, au premier plan, avec
plus de confiance, plus de bienveillance, plus d'écoute entre les personnes. Et quand je dis entre les personnes, j'ai aussi envie d'envoyer un message au corps médical, parce que j'en fais partie et je ne suis pas toujours très content de cette façon de ne pas entendre, de ne pas écouter ce que disent les gens, ce que disent nos patients, nos patientes. Bon, ça c'est mon petit message, mais et puis que les gens reprennent espoir et ne se laissent pas envahir par nos médias hyper, que je trouve personnellement hyper négatifs. Je pense que la vie est beaucoup plus puissante. Voilà, et d'ailleurs, sans faire de polémique encore une fois, mais quand on regarde le nombre de morts en Martinique, voilà, j'ai beaucoup de mal avec la notion d'une pandémie, d'une épidémie, d'un truc catastrophique. Je trouve que c'est très exagéré. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, je souhaite, le message, c'est reprenons espoir, reprenons confiance dans ces belles valeurs que Dame Nature nous a données, de santé, de force, de vie. Alors, merci beaucoup, Alain. Donc, c'est vrai que ce que tu as essayé, en tout cas, de dire, je pense par là, c'est que avec cette surmédiatisation, on entend beaucoup de négatifs, on entend beaucoup de nombre de morts, de nombre de cas, et que finalement, déjà par rapport à ton domaine aussi, qui apporte beaucoup d'amour et qui a parlé de la vie. Donc, essayons de se raccrocher à l'espoir et à toutes les valeurs positives qu'on a autour de nous, malgré ce contexte très difficile. Alors, Ida, est-ce que tu aurais toi aussi un mot de la fin? Eh ben, déjà, je vais remercier tout le monde qui a participé au rendez-vous virtuel de la prévention. Au niveau des relations affectives et amoureuses, sans trop revenir sur ce que disait Alain, bon, c'est vrai qu'il faut continuer de vivre. Il faut continuer de vivre, il faut avoir espoir et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, que la sexualité, ben, c'est beau, la sexualité, c'est positif, ça fait plaisir. Hein? Donc, là-dessus, prenez des choix faites des choix par rapport à votre santé. Pour maintenir votre santé. Bon, on sait que la situation, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'on est toujours, comment je vais dire, en équilibre hein, face à la prévention et puis face à l'épanouissement sexuel. Mais bon, c'est vous, en tant qu'individu, vous prenez vos choix par rapport à votre santé. Donc, mais là-dessus, faites le choix de vivre, faites le choix de continuer à vous épanouir malgré la situation. Et voilà, hein, donc je ne sais pas s'il y a autre chose. Alors, Ida, merci en tout cas pour, si on peut dire, ce mot de la fin. Donc, c'est vrai qu'on aimerait en tout cas vous remercier à tous les participants, toutes les participantes qui étaient là aujourd'hui et aussi durant la semaine, hein, un ou plusieurs ateliers. Alors, Marlène, normalement, tu es toujours avec nous. Est-ce que tu voudrais dire justement, toi aussi, un mot pour cette semaine de webinaire sur les rendez-vous virtuels de la prévention? Alors oui, je voudrais remercier toute l'équipe d'Action Sida Martinique d'avoir permis ce webinaire toute cette semaine, ce séminaire d'une semaine. C'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réunions et beaucoup de rencontres. Je pense que ça a été très riche, que les gens qui ont participé ont plus ou moins… si je mettais ma caméra, peut-être que ça serait mieux. Voilà. Donc, tu vois, je découvre… je voudrais remercier donc tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont aidé, les sujets étaient très intéressants, se complétaient. Et puis, je voudrais dire que pour ceux qui sont derrière leur ordinateur, que ce n'est pas évident de parler devant un ordinateur.
parce que hier, j'ai fait l'exercice pour la première fois et c'est vraiment très, très compliqué. Donc, je voudrais qu'on ait de l'indulgence pour toutes ces personnes qui ont parlé devant les ordinateurs pour pouvoir s'exprimer. On est devant un écran, on n'est devant rien du tout, on voit personne et ça, c'est un peu frustrant. Donc, merci à tout le monde. Merci pour cette première parce que c'est vrai que nous avons une obligation, pour nous, Action Sida Martinique, on a une obligation de prévention et que ce n'est pas parce qu'on est en temps de Covid et qu'on est confiné qu'on devrait oublier la prévention. Parce que ça, c'est notre cœur de métier, prévenir, former, aider les personnes, voilà, les différents pôles de l'association. Et donc, je dis chapeau à vous pour ce premier séminaire virtuel. Donc, je vous remercie pour tout le travail effectué. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Merci à toute l'équipe. Merci à tous. Merci Marlène. Merci pour ces remarques positives. Merci pour tout ce que tu as pu dire. Merci à tous et à toutes encore une fois. Ida, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose du fait que, bon, tu étais derrière l'organisation, tu étais derrière pas mal de choses pour les webinaires de cette semaine. Enfin, je vais pouvoir me reposer. Non, mais blague à part, comment dire? Bon, c'est vrai que derrière l'organisation de cet événement, hein, de ces rendez-vous virtuels, ça a pris beaucoup de travail et on va devoir, je pense, aller vers, on va dire, ce mode de fonctionnement. Hein. On va prévoir d'autres rendez-vous virtuels, peut-être pas sous cette forme-là, sur toute la semaine. On va prévoir d'autres rendez-vous virtuels éventuellement. Et puis, mais j'espère que les participants, ils ont pu justement avoir toutes les informations qui le voulaient, qui le souhaitaient et qu'ils ont pu poser leurs questions. Donc, c'était ça l'objectif, informer, échanger sur justement, oui, la COVID, mais comme l'a dit Marlène, il ne faut pas oublier notamment la prévention des autres IST. Hein. Donc, c'était ça l'idée. Et voilà. J'espère que l'objectif a été atteint. Et on reverra bientôt peut-être sur d'autres formats, bientôt sur les formations, oui, tout à fait. Alors, je profite pour dire à Marie-Odile, la directrice qui est à la technique, qui me rappelle qu'il y a les formations aussi, handicap et sexualité, le 19, 23 et 26 novembre. Alors, prenez contact avec moi sur formation-sidamart@orange.fr. Formation-sidamart@orange.fr. C'est des formations à destination des professionnels des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs. Donc, et puis merci à toute l'équipe. Je fais comme si je recevais merci à toute l'équipe d'Action Sida d'avoir contribué. Merci à Kylian, à toi aussi, justement d'avoir été là pour aussi la mise en place de ces rendez-vous. Je vois Pascal aussi en ligne. Merci. Et Pascal, je note qu'il a été là tous les rendez-vous, il était là. Tous les rendez-vous, il était là avant pour l'organisation aussi, dans la communication. Il nous a envoyé les supports caméra et tout. Donc, merci beaucoup à Pascal, merci à Marlène et à tous aux participants. Voilà, merci Ida. Puis effectivement, comme tu as dit, merci Pascal pour ton aide même à distance et merci d'avoir été là tout au long de la semaine. Voilà. Donc, je pense qu'on a pu conclure. Et puis, on vous dit à bientôt. Et encore merci et merci pour votre participation à notre première édition de webinaire.
Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon fin d'après-midi à vous. Au revoir.